RMC, After Marseille. Nicolas Villas. Podcast After Marseille qui tombe en pleine trêve internationale et juste après la défaite 3-1 de l'OM au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Marseille a encore perdu face à son rival, mais le PSG est toujours le rival de l'OM justement. OM-PSG est toujours un classico. Ce sera le thème de ce podcast avec Loïc Moreau, notre statisticien fact-checker. Tu l'as bien dit. T'as vu ? Ouais, sans bafouiller, sans rien. C'est le seul truc que je bafouille pas parce que c'est le seul truc que je répète. Ah, c'est vrai ? Notre statisticien fact-checker. Ah, écoute, moi je suis ravi d'être avec toi, mon Nico. Très bien. Et on est avec Tristan Rapeau du service des sports de la Provence. Salut Tristan, bienvenue. Salut Nico, salut Loïc, merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, on a parlé des choses qui fâchent, mais il faut le faire. Ah, tu dis ça parce qu'on va parler de l'OM, c'est ça ? De l'OM, ouais. Ça se PSG encore plus. C'est comment la trêve internationale à Marseille là ? Ouais, c'est plutôt calme là. Les Olympiens rentrent aujourd'hui de vacances. Ils ont eu 4 jours de repos octroyés par De Zerbi. Et la plupart du groupe est en sélection. On a vu Adrien Rabiot hier, la France, et les autres aux 4 coins du monde. Plutôt tranquille. Ouais. Eh ben, tu l'as évoqué, Roberto De Zerbi, c'est lui qui nous a donné envie de lancer ce débat et ce podcast. À l'issue de la défaite comptant pour la 26e journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur de l'OM a balancé ça en conf de presse. Et de fait, c'est vous qui appelez ce match le classique, le classico. Pour moi, c'est pas un classico, hein. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Bonsoir, coach. Vous savez pourquoi ? Parce que pour moi, on ne peut pas faire une comparaison entre l'effectif et la force économique du PSG contre celui de l'OM. Moi, je fais la guerre, je lutte contre tout le monde, même si je sais que je vais perdre la guerre. Je vais tête baissée et je fonce partout. Mais le classico, qu'est-ce que c'est ? C'est pas vraiment un classico. Le classico, c'est quand tu peux vraiment donner un coup, t'en prends un. C'est vraiment une lutte, quoi. Mais si c'est le cas, c'est frustrant, hein, ici, parce que moi, je suis un peu fou quand même. Je sais, j'ai un petit peu de folie. J'ai pas de problème à sentir cette pression, mais je suis honnête, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité de cette confrontation, de cette comparaison. Et c'est peut-être pour ça que vous pensiez que c'était notre meilleur match. Voilà, alors Roberto De Zerbi qui avait été interrogé en mode c'est peut-être un paradoxe, non ? Marseille a perdu, mais c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison face au PSG. Il a répondu ça, donc visiblement le classico c'est devenu un truc de journaliste. Tristan, est-ce que tu as été surpris par la sortie de De Zerbi à l'issue de cette défaite face au PSG ? Ouais, clairement, à plus d'un titre, parce que déjà il n'est pas interrogé sur ce sujet-là après match. Et surtout, ça vient dans la foulée de ses déclarations d'avant-match au stade Vélodrome vendredi qui précédait le Classico, où il expliquait que c'était le match de l'année pour les supporters. C'est pour ça aussi qu'il les a fait venir avec les dirigeants au Vélodrome pour orchestrer un entraînement semi-public. Et aussi, ça vient en contradiction avec tout ce qu'il répète depuis le début de saison sur la volonté de l'OM de lutter, enfin de rêver du titre, même s'il pense que cette année ce sera très difficile. Et oui, il y a une certaine contradiction chez lui, et c'est d'autant plus dommageable que s'il avait fait un peu comme André Villas-Boas en 2019, qui avait lui, avant la rencontre, déminé le terrain en expliquant que ce match n'avait aucun intérêt, en reprenant les mêmes arguments que Roberto De Zerbi, on aurait pu dire il avait annoncé la couleur là, pour le coup, après coup, on peut trouver ça comme une excuse, c'est étonnant de sa part, oui. Alors justement, on va essayer un petit peu d'être un peu objectif dans ce débat-là. Chacun aura son avis, hein, tu as compris, c'est aussi le principe de l'after. Alors pour De Zerbi, Loïc, il n'y a plus match entre le PSG et l'OM. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a un avant et un après QSI dans les duels entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Clairement, si tu juges uniquement par les résultats sportifs, effectivement, il n'y a plus match dans les confrontations qui se sont jouées depuis la prise de pouvoir donc, de QSI en 2011-2012. Tu vois bien qu'il n'y a plus photo 26 victoires pour le Paris Saint-Germain, 4 nuls et 3 victoires seulement pour l'OM. Si on prend la période temporelle, on va dire un peu avant, entre 98 et 2012, on voit que c'était beaucoup plus équilibré entre les deux équipes, avec 13 victoires pour le PSG, 11 pour l'OM et 8 matchs nuls. Effectivement, si tu juges uniquement sur les résultats, depuis l'RQSI, il n'y a pas photo entre Paris et Marseille. Alors c'est vrai que quand on regarde sur les 32 dernières confrontations face au PSG, l'OM, c'est 2 victoires, toutes compètes confondues. Tristan, comment les Marseillais visent cette statistique finalement ? Au début de l'ère qatari de ces confrontations-là, je pense qu'il y avait une certaine déception. Maintenant, ça s'est transformé en résignation, même un détachement vis-à-vis de ce match. Si vous demandez aux Marseillais la semaine précédant le dernier classique, s'ils avaient regardé le match, il y en a certains qui vous auraient dit non, on va faire l'impasse, ça sert à rien, c'est une défaite assurée.
Certains se disaient même que la partie de contrée commencerait à la mi-temps ou avant, parce que le match serait déjà plié. Donc oui, non, c'est même plus un match attendu. Enfin, attendu peut-être pour avoir une surprise, mais il n'y a plus d'espoir, en fait. Alors un classico, c'est pas qu'une question de classement, de compétition, de sport finalement, c'est ce que notre Jeannot Rességuier a signalé à Roberto De Zerbi après le duel face au PSG, après cette fameuse tirade qu'on a entendue il y a quelques secondes, et il y a eu un échange en conf de presse entre Jeannot et Roberto. Pas totalement, parce que le classique reste un moment important dans la saison du championnat. Entre un club Paris et un autre club Marseille, c'est plus une situation non. C'est pas une situation économique. Si. Ho capito, però la competizione. Oui, mais la compétition, c'est quand même quelque chose qui se fait sur le terrain. Et après, avec l'histoire, évidemment. L'histoire, moi, j'ai toujours dit que l'OM, c'était le club le plus important de France et je continue de le dire. Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait l'OM en haut. Pas Paris. Voilà, alors De Zerbi qui déclare que l'OM était le club le plus important de France quand il était petit, Loïc. Alors c'est vrai que l'âge d'or de Marseille, on va dire, l'un des gros âges d'or, c'est fin des années 80, début des années 90, quoi. Ouais, en gros, ça a duré, on va dire, à peu près 5 ans avec une domination totale sur la scène domestique avec 5 titres de champion remportés. On inclut aussi celui qui a été retiré après le scandale. Une Coupe de France, évidemment, la victoire en Champions en 93, donc ça fait un total de 7 titres pour l'OM sur cette période allant entre 88 et 93, contre un petit titre seulement pour le Paris Saint-Germain, une Coupe de France. Donc effectivement, là, le rapport de force était totalement inversé à cette époque. Ouais. Et alors depuis ces années 90, l'OM, c'est un titre de champion de France, c'est en 2010. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, Tristan, que Marseille vit avec la nostalgie, voire dans le passé même? Si on se concentre sur le volet Ligue des Champions, je te dirais oui, forcément, parce que les supporters marseillais savent qu'à court, moyen et même long terme, à moins qu'il y ait un énorme investisseur qui arrive à Marseille, elle est inatteignable. Mais pour le championnat de France, pas vraiment. Je pense que même en début de saison, avec le départ de Mbappé du PSG, le mercato olympien et l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, il y a pas mal de supporters marseillais qui se sont demandé si l'écart ne s'était pas réduit justement entre l'OM et le PSG, si l'OM ne pouvait pas justement lutter pour le titre dès cette saison. Il y a toujours cet espoir en ligne de fond. La saison de Bielsa, pareil, saison de Sampaoli, voire de Tudor. L'OM n'a jamais réussi à concrétiser, mais parfois, par un coup, il y a toujours cet espoir d'être toujours champion. C'est pas... Alors, on évoquait les stades des confrontations entre l'OM et le PSG, Loïc. Il y a aussi un gouffre entre le PSG version Qatari et l'OM niveau palmarès. Ouais, forcément, l'écart s'est creusé. On disait en termes de confrontation, en termes de palmarès, ça s'y retrouve aussi. Le PSG, depuis 2011-2012, a été champion de France à 10 reprises. Marseille ne l'a pas été. Paris a remporté la Coupe de France 7 fois. Marseille ne l'a pas remporté. La Coupe de la Ligue 6 fois. Marseille l'a remporté, mais c'est son seul titre justement sur cette période-là. Ajoutez à ça les 11 trophées des champions glanés par le PSG. Ça nous fait 34 titres domestiques sur la période et un seul pour Paris donc, et un seul pour Marseille. Et c'est vrai que finalement, Tristan, on va dire la fin des titres pour l'OM, ça correspond à quelques mois près avec l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain. Un dernier titre, c'est la Coupe de la Ligue en 2012 face à l'OL. Est-ce qu'il y a une forme de fatalité face à l'hégémonie nationale du PSG? Est-ce qu'il faut être fataliste finalement quand on est Marseillais aujourd'hui? Est-ce qu'il faut il y en a certains qui le sont, peut-être pour se trouver l'excuse de se dire Paris est détenu par un État, a des moyens disproportionnés par rapport à Marseille, donc ça peut expliquer les échecs du club. Après, objectivement, on ne peut pas l'être, sachant que Lille, Monaco, on va mettre Montpellier entre parenthèses parce que c'était le début de l'ère Qatari, ont réussi à être champions face à ce PSG-là. En Coupe de France, plusieurs équipes ont aussi réussi à en glaner quelques-unes au détriment du PSG, Rennes, Toulouse, Nantes. Donc, et l'exemple le plus frappant, c'est surtout cette saison avec Tudor, où l'OM élimine le PSG en Coupe de France et a la voie royale pour y aller et se plante en beauté. Alors justement, puisque Tristan fait allusion à ça, c'est marrant de regarder depuis 2012, depuis on va dire, enfin les 2011-2012, le début de l'RQSI au PSG, Loïc,
qui sont les équipes qui ont terminé devant Paris en Ligue 1 et qui les ont éliminés en Coupe nationale? Qui a sorti le PSG, entre guillemets, finalement? Tristan évoquait en Ligue 1, donc on a Montpellier 2012, si on considère même si on considère effectivement que 2011-2012, c'est la saison de la mise en place du projet QSI. Monaco en 2017, ensuite Lille en 2021. Alors certes, ils sont pas nombreux, mais ils ont le mérite d'exister. Et en Coupe de France, effectivement, 2012 Lyon, 2013 Évian, 2019 Rennes, qui est allé au bout d'ailleurs, puisque c'est en finale qu'il élimine le PSG. Nice en 2022, donc l'OM en 2023. Et en Coupe de la Ligue, c'est arrivé aussi. Il y a Dijon en 2012, Saint-Etienne en 2013, Guingamp en 2019. Donc effectivement, c'est ce que disait Tristan, c'est le paradoxe. C'est qu'il y a des équipes qui sont parvenues à le faire, mais pas Marseille. Bah si, une fois. On l'a dit, le fameux match de Coupe de France jusqu'au bout, effectivement. Voilà, en 2023. Mais c'est vrai que finalement, quand on regarde Tristan, on se dit, sur les dernières saisons, ne serait-ce que sur les coupes nationales, franchement, moi je pense à Toulouse, notamment à Nantes en Coupe de France ou quoi, on peut se dire, Marseille avait quand même la place pour aller chercher un titre devant le PSG aussi. Ah mais clairement, mais cette soirée d'Annecy qui suit l'élimination du PSG en Coupe de France, c'est en saison 2022-2023 si je me trompe pas. Ouais. Je pense que c'est un des plus gros traumatismes récents de l'histoire de l'OM. La preuve, c'est cette année-là que Toulouse remporte la finale face à Nantes. Et on se disait que l'OM a enfin conjuré le mauvais sort. C'est terrible. Après, le reste du temps, quand l'OM croisait le PSG en coupe, en général, se faisait ouvrir ou désosser, notamment en finale sous Franck Passy. Mais non, c'est dommage. Tiens, et alors il y a un truc qui est marrant aussi, parce qu'on l'a regardé avec Loïc, les défaites du PSG en Ligue 1 depuis 2012. Et là, c'est ouf aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que Marseille figure dans les équipes à avoir battu le plus souvent Paris. En fait, pas du tout. C'est Rennes qui l'a battu le plus souvent avec 7 victoires sur cette période. Ensuite viennent Monaco et Lyon avec 6 victoires, Nice avec 4, Reims, Nantes, Lorient, Lille avec 3. Et puis après, on se retrouve avec tout un tas d'équipes qui les ont battues 2 fois ou 1 fois, avec Toulouse, Lens, Marseille, donc on fait partie, Montpellier, Guingamp, Nancy. Ça va même chercher loin. Nancy, ça fait un bout de temps qu'ils sont plus en Ligue 1. On a Dijon, on a du Bordeaux, Évian, Sochaux. Donc vraiment, là, on va dire que même d'un point de vue des confrontations directes, Marseille n'a jamais vraiment su résister au PSG version QSI. Et franchement, Tristan, on va pas retourner le couteau dans la plaie, mais se dire une victoire sur les 36 dernières confrontations pour l'OM face au PSG, elle est ouf la stat quand même. Elle est complètement folle, ouais. Après, on peut se dire pour se rassurer que Paris peut-être prend plus au sérieux ses matchs face à l'OM que face à bien sûr. Mais la réalité, je pense aussi, c'est qu'il y a un sentiment de soumission qui se dégage de l'OM depuis pas mal d'années. Je trouve, à part sous les années Bielsa et sous Tudor, où l'OM allait chercher le PSG à la régulière, hein, mais notamment dans l'impact, dans l'intensité. Ça fait quelques années que l'OM rentre timoré. Je pense au match aller sous le Zerbi, où l'OM n'existe pas pendant les 20 premières minutes et mené à 0. Même le dernier match, on loue la rencontre des Olympiens, mais bon, c'est après que le PSG a marqué le premier but. C'est pas non plus une écrasante domination. C'est au-delà des défaites, je trouve que c'est le peu de fois où l'OM s'est mis en position de pouvoir enquêter le PSG, de pouvoir remporter ses matchs. C'est trop peu de fois. Peut-être l'année où il y a Cavani qui égalise au Vélodrome sur coup franc. Alors, De Zerbi y a fait allusion aussi après la désillusion, la dernière défaite contre le PSG. Alors, le gouffre économique entre Paris et Marseille. Et alors là, Loïc, concrètement, c'est abyssal comme différence. Ouais, mais là, pour le coup, c'est forcément un début d'explication quand on voit les dépenses qui ont été faites par les deux clubs. Donc, si on prend depuis la période QSI au Paris Saint-Germain, on est à 714 quasiment millions d'euros dépensés par l'OM. Et Paris, on a dépassé les 2 milliards. On est 3 fois plus. Effectivement, 2 milliards 3. C'est complètement la différence. Elle est complètement abyssale. Et si, là encore, on regarde par rapport à peu près à la même temporalité entre 99 et 2011, donc avant le rachat de Paris, c'est Marseille qui avait dépensé davantage au début du 21e siècle, 341 millions d'euros dépensés contre 305 pour le Paris Saint-Germain. Donc là aussi, au niveau économique, on a un rapport de force qui a carrément changé. Alors c'est vrai, Tristan, c'est un élément explicatif. Loïc l'a dit, on ne peut pas mettre de côté l'aspect économique. Là, on le voit, le PSG a dépensé 3 fois plus depuis 2011 que l'Olympique de Marseille. Mais il y a d'autres clubs avec des moyens inférieurs à l'OM qui ont aussi démontré que finalement, on pouvait aller titiller le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas que l'explication devienne une excuse finalement. Non. Je pense que l'exemple à suivre, il est tout trouvé. Plutôt que Monaco qui bénéficie aussi de certains avantages dont l'OM ne peut pas avoir, c'est Lille l'exemple à suivre. Et Lille ne s'est pas fait en une saison champion de France. Et c'est un peu l'OM,
c'est un peu ce que l'OM veut suivre. Là, on a entamé un cycle de 3 ans avec Roberto De Zerbi. Bon, avec cette direction, on ne sait jamais si ça dure 12 mois ou un peu moins, rarement plus. On va leur laisser le bénéfice du doute, mais l'idée, c'est de poser les bases cette saison et de voir, au bout de 3 ans, normalement, l'OM doit être capable de lutter pour le titre. Et quitte à finir à 3 points du PSG, ça aurait été joué jusqu'au bout, mais l'OM doit être dans la course d'ici 2-3 ans, avec des investissements raisonnables, des réajustements, certes pas à la hauteur de ce que Paris peut faire financièrement, mais malin. Alors ça, c'est le discours de Pablo Longoria, hein, depuis qu'il a la présidence de l'OM notamment, mais est-ce que pour toi, c'est réalisable, sachant que lui assume pleinement le modèle trading? Est-ce que c'est réalisable alors que finalement, il y a une instabilité chronique et liée à ce modèle-là? C'est-à-dire tu peux pas avoir des résultats de façon continue si à chaque fois, tu es obligé de vendre certains de tes meilleurs joueurs, non? Ben oui, c'est un peu ça qui est contradictoire. Après, alors de mémoire, j'ai l'impression que Lille aussi était un peu dans cette roue-là, même si c'est l'étang qui reprend l'équipe. Il y avait beaucoup de changements de saison après saison. Là, l'OM risque encore de perdre quelques joueurs et d'en faire venir quelques-uns aussi, notamment en défense. Il faudra voir l'avenir de Mason devant, donc il va y avoir du changement encore cet été. Bon, on se projette déjà, mais il faut que la mayonnaise prenne vite, oui, c'est clair. Alors, comme l'a rappelé Jeannot Rességuier à Roberto De Zerbi, un classico, c'est pas qu'une affaire de chiffres, de stats et de classement, c'est aussi une histoire, l'histoire même. Alors, si on remonte aux années 80, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, le rival de l'Olympique de Marseille, c'était Bordeaux. Extrait d'une réaction d'après-match de Claude Bèze, mythique président des Girondins, à l'issue de la victoire en finale de Coupe de France face à Marseille. Vous allez saluer le président adverse Vous allez saluer le président adverse Non, bien sûr que non. Dommage. Merci. Avec cette Magnifique ça. Incroyable. Non, pas du tout. Alors, ça, Tristan, bien avant le Paris Saint-Germain, l'OM a eu d'autres rivaux et donc viens, on coupera ça au montage. Ouais. Voilà, il y a eu d'autres rivaux et donc d'autres classicos aussi pour l'OM. Le PSG, c'est assez récent finalement dans l'histoire du foot français. Hein. Mais après ça, je pense que c'est le propre aussi du championnat de France, qui est un championnat qui n'a jamais été privatisé par une équipe ou deux, comme en Espagne par exemple ou en Allemagne. Il y a eu des hégémonies, bon, aussi, différentes de Saint-Étienne à Reims à l'OM, et c'est ces hégémonies-là qui font aussi les rivalités. Voilà, on parle de celle entre l'OM et Saint-Étienne dans le début des années 70, Bordeaux, là, comme on vient d'écouter Claude Bèze. Il y a des rivalités aussi territoriales avec Toulon. Parfois Nice plus récemment, mais bon, c'est plutôt d'un côté que de l'autre. Et après, c'est venu celle de Paris, et je vais pas expliquer aux auditeurs de RMC comment elle s'est faite, parce qu'il y a un de vos collègues qui a écrit un livre dessus, mais c'est un peu l'OM qui a poussé. C'est ça. C'est un peu l'OM aussi qui a poussé cette rivalité pour essayer d'être plus performant sur la scène européenne. Ce que le PSG essaie de faire aujourd'hui. Est-ce que le PSG doit donner son argent à l'OM pour essayer de le renforcer? Le Bayern l'a fait avec Dortmund, par exemple. Ils les ont sauvés de la faillite, mais bon, vous en êtes pas là encore à l'OM. Mais en revanche, ce qui est bien, c'est qu'en préparant cette émission, forcément, surtout que l'on kiffe les championnats étrangers, Loïc, toi notamment la Serie A, on a forcément tendance à vouloir comparer. Alors il y a peut-être des similitudes avec l'Allemagne où il n'y a pas de vrai derby parce que pour des raisons historiques, les clubs d'une même région ont souvent fusionné pour des questions de subvention, des questions économiques. Mais c'est vrai que la France, et ça Tristan l'a dit, il y a quand même cette particularité il n'y a pas de club qui domine depuis 1932-33, le début de l'ère professionnelle, le championnat, quoi. Ouais, et puis en fait, pour moi, une rivalité, elle se base sur 3 éléments. Tu as la rivalité sportive. Donc la rivalité sportive, on l'a bien vu, elle est plus d'actualité. C'était le cas dans les années 90, mais maintenant, on peut plus considérer que Paris-Marseille est une rivalité sportive. Mais après, tu as aussi la dimension historique. Là, elle existe quand même, puisque on a quand même maintenant un peu plus de 20 ans de recul, 30 ans de recul. Voire 40. Ouais, voilà, les années 90. Donc là, tu as une dimension historique qui s'est installée. On en parlait avec Canal, les derbys de fou des années 90 et certains derbys qui ont marqué aussi les années 2000. Et puis après, tu as le niveau politique aussi. Et niveau politique, ça marchera toujours. C'est la capitale contre le sud, c'est la rivalité Paris-Marseille. Ça va au-delà du foot. Là, c'est carrément, enfin voilà, c'est par rapport au mode de vie. Donc pour moi, ce classico existe malgré tout, malgré l'absence de rivalité sportive, parce qu'il coche au moins 2 cases sur 3. Effectivement, je ne crois pas qu'en France, on ait une rivalité qui coche les 3 cases. Ouais. Alors, ça, tu le sens toujours, toi, ou pas, Tristan, à Marseille? Il y a toujours ce truc-là, ce que dit Loïc, finalement, cette dimension géographique, sociétale, voire parfois politique. Souvent, c'est lié, le régionalisme a une dimension politique aussi. Est-ce qu'à Marseille, on se dit toujours, Paris, c'est le rival parce que c'est la capitale, parce que c'est Paris, quoi?
Ben, moins, parce que je pense qu'à Marseille, maintenant le PSG est plus associé forcément à la capitale. Après, c'est peut-être aussi un moyen de les tourner en dérision, mais plus au Qatar en fait. Donc il y a eu un détachement vis-à-vis de ce combat province-capitale. S'il y a encore une petite rivalité, ce serait plutôt philosophiquement un peu entre les supporters des deux camps. On l'a encore vu, c'est qu'il s'alisait autour aussi de ce chant là qu'on a entendu au Parc des Princes sur les rats. Il y a ce genre de supporters qui remplace un peu celui qu'il y avait sur le terrain. Et par contre, moi, je trouve qu'il y a une rivalité en France qui coche les 3 cases, c'est celle entre l'OM et Lyon. Alors Les c'est 3 marrant, cases j'allais dont on venir. parlait tout à l'heure. Et alors pour moi, elle coche les. Et moi, je suis assez d'accord avec Tristan parce Niveau que final- politique, vous trouvez qu'il y a une rivalité au niveau politique Rigole. entre Lyon et Attends, ne serait-ce que les ultras très à gauche à Marseille, beaucoup Ouais. moins à gauche à Lyon. Historiquement, je schématise, hein, mais Ouais. ça joue aussi beaucoup quand même. Oui, peut-être, si vous voulez, oui, ça peut. Non, mais Lyon, c'est historiquement une ville de droite. Oui, c'est pas le cas de d'accord, mais Marseille. il n'y a pas une rivalité Lyon-Marseille. On parlait de la rivalité sportive. Ah bah en fait, si, allez, mais 2000, non, c'est la nouvelle génération est grandie avec ça. mais, Viens, on s'embrouille, on fait un after. allez, là. Nico, c'est quand même 7 titres de champion consécutifs, 0 pour l'OM. Je veux dire, il n'y avait pas de rivalité Lyon-Marseille. C'était Lyon au top et les autres derrière. Pardon. Bordeaux. Écoutez, monsieur Marseille. Moreau, les Oui, Français, monsieur les Marseillais Villas, veulent je savoir. vous écoute. Le dernier titre de l'OM, c'est les années 2010. Oui, c'est 2010. Bah, c'est le début de la fin pour Lyon, mais ça veut dire qu'il y a une cohabitation entre l'OM qui est pas mal avec Didier Deschamps et Lyon qui commence à aller un peu moins bien mais qui domine. Mais ça a pas Tristan, duré mets-nous longtemps. d'accord, là, qui a raison? C'est moi, gros. Alors, déjà, sur le volet politique, connaissant un peu les rapports entre Nasser et Longoria qui sont plutôt apaisés, voire même qui se rejoignent, alors que Longoria a une profonde inimitié pour John Textor. Alors, il n'y aura jamais les places d'armes qu'on a connues entre Abdou et Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est ça. Jean-Pierre. Et, entre Jean-Michel Aulas et Pabdou dans les années 2010. Mais il y a ce petit truc, il y a cette animosité entre les dirigeants des deux clubs. Il y a des joueurs qui passent d'un côté à l'autre. On a l'épisode Valbuena, même si c'est déplorable la façon dont ça a été accueilli. Ça participe aussi à créer une rivalité. Les bagarres d'après-match, parfois on appelle ça le folklore du foot, mais c'est ça aussi qui montre qu'il y a un intérêt, une implication particulière dans ces matchs-là. Alors qu'on sent plus de détachement des joueurs aussi face au PSG. Hormis l'année du Covid où l'OM va s'imposer au Parc, il n'y a jamais eu de débordement, de prise de bec avant les matchs, de déclaration un peu choc entre les deux équipes. Tiens, juste pour finir, on va finir avec des stats également, parce que c'est assez marrant, on parlait d'histoire. Alors le PSG qui est un club jeune, 1970, c'est pas du tout la bête noire de l'OM. hein. Non, effectivement, c'est pas le club contre lequel l'OM a le plus perdu. Tu le disais, après Club Jeune, ils sont affrontés moins de fois. C'est assez logique du coup de voir que c'est Saint-Etienne qui a infligé le plus de défaites à Marseille dans son histoire en Ligue 1, 41 devant Lens, plus surprenant, 40. Paris arrive donc derrière avec 39. Et si on fait le ratio, c'est là où ça fait assez mal parce que l'OM, effectivement, en Ligue 1 a beaucoup de mal contre Lyon, 29% de victoire seulement, contre Reims, 30% de victoire, Bordeaux 32 et Paris 35, donc Paris est dans le top 4 aussi. On a mis un minimum de matchs, bien 25, sûr, pour que ça fasse du sens. Mais effectivement, Marseille est une équipe contre laquelle Paris est une... Attends, je refais, voilà. Marseille galère plus contre certaines équipes que contre Paris. Et alors justement, par curiosité, historiquement, en première division, qui sont les équipes contre qui le PSG perd le plus et gagne le moins, avec cette histoire de ratio de victoire aussi là. Et bah du coup, c'est pas Marseille, c'est un scoop. Paris, c'est contre Monaco qu'il a le plus perdu dans son histoire en Ligue 1, 45 défaites. Et on voit, il y a un gros gap. Ensuite vient Bordeaux avec 35 défaites et Marseille 32. Là aussi, pareil, on a fait le ratio de victoire. Le plus faible ratio de victoire pour Paris, il est face à Monaco, logique, 25% de victoire. Ensuite viennent Nancy et Lille et Marseille arrive seulement à la 6e place avec 43% de... Il y a Auxerre et Laval quand même. Ouais, effectivement. C'est fou quand même. Oui, c'est vrai que tu te dis qu'ils ont plus perdu contre Auxerre et Laval que qu'ils ont moins gagné contre Auxerre et Laval que contre l'OM. Alors, question pour conclure, Tristan, pour finir ce podcast en beauté. Est-ce que pour toi, pour répondre à la question de cette thématique, de ce débat, est-ce que pour toi, un PSG-OM, c'est toujours un classico? C'est toujours le classico, je dirais. Alors, je dirais non. Je suis désolé de vous décevoir, mais il y a trop de détachement. Et, pour qu'il y ait un classico, pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait de l'espoir. Et je pense sincèrement que il n'y a plus vraiment d'espoir. Alors, il y a toujours cette infime trace de dire, bon, allez, ils peuvent le faire. Une année, l'OM a réussi à ramener un nul avec 0 tir pendant le match au Parc des Princes. Mais sans ce sel-là de se dire, l'OM peut le faire de façon régulière, plus ou moins, je pense que
Bah, tu sais quoi, on t'a coupé parce que Loïc, il n'est pas d'accord avec toi. Voilà. Non, mais je me dis où est passé cet esprit à jamais les premiers, tu vois, cet esprit un peu combattant, genre c'est plus de la provoque. C'est nous qu'on est les meilleurs, tu vois. Franchement, tu demandes à n'importe quel supporter parisien, moi je suis d'accord avec Tristan. Absolu, c'est Marseille. Non, mais et n'importe quel supporter marseillais, sauf Tristan, parce que c'est une exception, mais il dira Paris. Lolo. Il y a une haine entre les deux et c'est ça qu'on aime. Lolo, dans le à jamais les premiers, il y a un côté historique, il y a un côté un peu provoque. Parce que forcément, Paris, il n'a toujours pas remporté. Ah. Mais il y a un côté aussi, je suis d'accord avec Tristan, on se raccroche à ce qu'on peut. Tu vis dans le passé quand même quand tu balances ça. Tant que Marseille a cet avantage, la rivalité existe. Donc tu te raccroches au passé. Forcément, toujours. Bien sûr. Toujours, c'est comme ça qu'on avance. Mais non, on nous regarde devant. La rivalité, par contre, elle s'est déplacée sur le FC Procuration, comme on l'appelle. Oui. Où là, pour le coup, tous les matchs du PSG en Coupe d'Europe sont suivi assidûment de partout dans Marseille et on croise les doigts pour que le PSG soit éliminé le plus vite possible. Donc là, on va attendre jusqu'au 30 dernier. Mais, allez, Aston Villa, quoi, c'est ça. Unai Emery, un très bon coach. Il va y avoir des survêtements d'Aston Villa sur la couverture. Merci beaucoup, Tristan Rapeau, d'avoir été avec nous du service des sports de la Provence. Tu reviens quand tu veux. T'embrasses Fabrice et Alex pour nous, tes collègues. Merci Loïc Moreau, on remercie Kylian Vérov, Anthony Sterpigny à la production, on remercie Sylvain Paul-Henry et Baïdi à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Marseille.